Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Replay Actu. C'est le replay de l'actualité du mois de mars. Dans ce podcast, vous le savez, j'explique l'actualité française avec un mois de retard, histoire de ne pas raconter n'importe quoi. Dans cet épisode, je reviens sur les élections municipales, j'explique les tendances et les résultats, et je reviens sur la vague de racisme qui a visé les élus issus de la migration. Puis j'explique la loi qui veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans, quels sont les obstacles et quels sont les arguments contre cette loi. Et enfin, comme d'habitude, je termine ce podcast sur une note culturelle. Cette fois-ci, c'est le dernier album de François and the Atlas Mountain qui clôture l'épisode. Et puis, bonne écoute. Vous préférez lire ? Pas de problème, à partir de maintenant, retrouvez la transcription de l'épisode et la traduction des mots les plus complexes en anglais et en espagnol sur mon website. Le lien est en description. Politique. Cette année, les élections municipales se sont déroulées dans un contexte très lourd. La mort de Quentin Derenque, suite à un affrontement entre son groupe d'extrême droite et un groupe antifasciste, a permis aux médias de droite et d'extrême droite, ainsi qu'à la classe politique, de diaboliser LFI, en diffusant de nombreuses fake news. J'en parle longuement dans le replay actu du mois dernier. Et comment cet événement a-t-il influencé les votes ? A-t-il convaincu les électeurs que l'extrême droite était victime de l'antifascisme ? Ou au contraire, a-t-il convaincu les électeurs que l'antifascisme était nécessaire pour contrer l'extrême droite ? Il est difficile de répondre à cette question car les électeurs et électrices déjà convaincus n'ont probablement pas changé d'opinion. Par contre, on peut mieux analyser les taux d'abstention qui étaient encore une fois extrêmement hauts. Donc, l'abstention, c'est quand les gens ne vont pas voter. Cette année, ce taux était même historiquement haut, puisque 42,8% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour et 42,18% au second tour. Alors qu'en 2014, 36,6% n'étaient pas allés voter. Mais attention, cette abstention ne montre pas forcément un désintérêt pour les élections municipales. On pourrait croire que ce taux d'abstention montre en effet un détachement des Français pour les questions politiques et une baisse de confiance des électeurs envers les élus. Cela n'est pas tout à fait faux, mais cette année, il faut aussi prendre en compte une nouvelle réalité. 68% de municipalités n'ont présenté qu'une seule liste de candidats. Or, lorsqu'il n'y a qu'une seule liste, la liste qui se présente gagne presque automatiquement les élections. Le journal Le Monde le montre très bien en prenant l'exemple de la municipalité de Torcy, où une seule liste s'est présentée. À la tête de cette liste figurait le maire sortant, M. Lelay-Felsin, qui a donc été réélu avec 100% des suffrages exprimés, même si seulement 28,52% des électeurs et électrices ont voté. Bref. On voit bien que le manque de mobilisation des électeurs et électrices pour ces municipales n'est pas le seul résultat d'une fatigue politique, mais plutôt un renoncement au système démocratique actuel qui, parfois, ne donne pas assez de choix ou propose toujours les mêmes. Pourquoi la tendance des listes uniques augmente et quel est l'impact sur la vie démocratique ? On l'a compris, une partie de l'abstention s'explique par le nombre extrêmement haut de listes uniques qui concernent 23 700 communes, soit 2/3 du territoire. Alors, comment ça marche l'élection dans ce cas-là ? Avant de continuer, j'aimerais vous dire que si vous souhaitez en savoir plus sur le processus des élections municipales, sur ce que c'est qu'une liste, pourquoi il y a 2 tours, j'explique tout ça dans une note que je partage sur la transcription de cet épisode que vous retrouvez sur mon website. Donc, comment se passe une élection quand il y a une liste unique ? Comme l'explique le site Démarches administratives, dans le cas d'une liste unique, la liste obtient automatiquement 100% des voix exprimées, puisque ni les votes blancs ni les votes nuls ne comptent. L'élection est donc presque toujours gagnée dès le premier tour, sauf si aucun vote n'est comptabilisé. Autrement dit, seuls les votes pour la liste qui se présente sont valides.
Les autres votes ne comptent pas, c'est-à-dire les votes blancs, une enveloppe vide, ou les votes nuls, les votes avec un nom de liste qui n'est pas valide, ne sont pas comptés. Par exemple, si seulement 10 personnes d'une commune votent pour la liste et 90 personnes votent blanc ou nul, la liste unique remporte quand même 100% des votes. Cette tendance est la conséquence attendue d'une réforme votée par le Parlement en 2025. Le site internet Public Sénat explique que les communes de moins de 1000 habitants ont dû suivre pour la première fois le même processus que les autres communes. C'est-à-dire que maintenant, les candidats des petites communes doivent réunir entre 15 et 7 personnes pour présenter une liste, alors qu'avant, une liste incomplète était valide. On ajoute à ce phénomène de liste unique le phénomène de crise de vocation. En effet, on remarque depuis les élections municipales précédentes, celles de 2020, une augmentation des abandons de postes, c'est-à-dire des démissions, et même une augmentation du nombre de communes sans candidat. Cette année, 68 communes se sont retrouvées dans ce cas. Ce que l'on peut retenir de ces élections municipales. En général, les écologistes et les macronistes, avec Renaissance, sont les grands perdants de ces élections. L'extrême droite confirme sa présence dans les communes où elle siégeait déjà, dans les régions du sud-est et du nord, et remporte un nombre conséquent de nouvelles mairies, 60 en 2026 contre 15 en 2020. Mais elle n'arrive toujours pas à remporter les grandes villes. Le PS a perdu autant de villes qu'il n'en a gagné. Ses victoires les plus importantes sont sans aucun doute Paris et Marseille, première et deuxième ville de France, avec l'élection d'Emmanuel Grégoire à Paris et la réélection de Benoît Payan à Marseille. Une réélection possible grâce au retrait du candidat LFI et à une union de la gauche au second tour. C'est une réélection qui laisse quand même à réfléchir puisque le candidat RN a quand même remporté 40,30% des voix. Ce qui est assez énorme, surtout dans une ville qui s'est construite depuis toujours autour d'une grande diversité migratoire. La droite, elle, continue à dominer l'élection en remportant plus de 1200 mairies contre 800 pour la gauche. Finalement, LFI a réalisé un résultat positif sans être extraordinaire. Le parti a remporté 8 mairies, dont la ville de Saint-Denis dès le premier tour, alors qu'en 2020, elle remportait 2 mairies grâce à l'union de la gauche. Si vous souhaitez voir une carte des résultats et un comparatif avec les élections de 2020, je vous invite à vous rendre sur le site. La victoire de Bali Bagayoko enflamme les réactions racistes. La victoire de LFI à Saint-Denis-Pierrefitte a provoqué de nombreuses réactions extrêmement racistes de la part de nombreux médias de droite et d'extrême droite qui se sont défoulés sur la victoire du nouveau maire Bali Bagayoko. Ce n'est pas la première fois qu'un maire issu de la migration est élu, mais c'est la première fois qu'un maire noir dirige une ville si importante que Saint-Denis-Pierrefitte. La victoire de M. Bagayoko énerve d'autant plus qu'il est devenu maire dès le premier tour avec 50,77% des voix, loin devant son premier concurrent qui a remporté 32,70% des voix et le reste des 5 autres candidats. De plus, dans une ville extrêmement multiculturelle. Mais le flegme et l'intelligence de Bali Bagayoko face aux commentaires racistes ont enflammé les commentateurs et groupes d'extrême droite qui ont rapidement propagé leur haine aux autres élus et journalistes issus de la migration. Suite à cet acharnement, le maire de Saint-Denis a organisé un rassemblement contre le racisme le week-end dernier. Il poursuit aussi en justice la chaîne CNews et réclame sa fermeture. Digital. Le 7 juillet 2023, une loi pour fixer la majorité numérique à 15 ans était votée. Cette loi obligeait les réseaux sociaux à interdire la création d'un compte aux enfants et adolescents de moins de 15 ans, afin de réduire le cyberharcèlement, l'addiction aux écrans, le problème de sommeil, la désinformation et l'exposition à la pornographie. Mais cette loi, qui a pourtant bien été votée au Parlement, n'a jamais été appliquée puisqu'elle ne correspondait pas à la réglementation européenne.
En juin 2025, Emmanuel Macron a remis la loi au centre des conversations en incitant les autres pays européens à se joindre à la France pour mettre en place cette interdiction. Il s'agit maintenant de créer un rapport de force entre l'Europe et Meta, TikTok, Snapchat, Twitter, afin de forcer ces géants du numérique à créer ce nouveau protocole et à collaborer avec les autorités lors d'affaires de harcèlement, de deepfake, etc. En fait, si on y regarde de plus près, il semble que de nombreux pays européens ont déjà travaillé sur ce sujet en mettant en place leurs propres lois au niveau national. La volonté d'imposer un âge limite, une majorité numérique, pour l'accès à certains contenus semble faire consensus. D'ailleurs, l'Union européenne développe un outil de vérification d'âge qui est actuellement testé par la France, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Danemark. Et d'autre part, en novembre dernier, le Parlement européen a adopté une résolution recommandant de fixer à 16 ans l'âge minimal d'accès aux plateformes. C'est dans ce nouveau contexte que depuis janvier 2026, les parlementaires français travaillent sur un nouveau texte en utilisant cette fois-ci des termes juridiques plus ouverts afin de ne pas être stoppés une nouvelle fois par la Commission européenne. Mais en adaptant le texte pour la Commission européenne, la loi n'a presque plus de sens puisqu'elle n'oblige plus les réseaux à l'installation d'un protocole d'identification strict. Pourquoi certains s'inquiètent de cette majorité numérique pour les réseaux sociaux ? D'abord, il faut bien distinguer l'accès aux réseaux sociaux et l'accès aux sites porno. En effet, l'accès aux sites pornographiques nécessite déjà depuis mai 2024 une identification numérique et est régulé par une autre loi. Ensuite, et comme c'est souvent le cas, il semble que les gouvernements essayent de canaliser les effets incontournables des médias au lieu de les réguler bien plus sérieusement et d'informer les enfants, les adolescents et les adultes sur les dangers du numérique et de les former sur l'utilisation raisonnable et raisonnée des plateformes. Il est aussi intéressant de lire des arguments qui questionnent cette proposition de loi. Par exemple, puisqu'il s'agit surtout de protéger la santé psychique des mineurs, un article sur le site de Fédération Addiction rappelle que les effets des réseaux sont différenciés selon les contextes familiaux, les vulnérabilités, les usages et la conception des plateformes. Autrement dit, que la dégradation de la santé mentale des adolescents est aussi liée à un environnement social marqué par des inégalités, la précarité, les violences, l'incertitude économique et la crise climatique. À l'heure où une grande partie de la socialisation et de l'accès à l'information des jeunes se fait sur les réseaux, une simple et nette interdiction ne semble pas être la réponse définitive à tous les problèmes des enfants et adolescents, ni aux dangers qui les menacent. Culture. Vous êtes arrivé à la fin de ce podcast et vous écoutez encore. Eh bien, je vous en remercie. Et ça veut certainement dire que vous aimez. Alors n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ça m'aide beaucoup et ça coûte rien. Merci. Ce mois-ci, pas de vidéo ni de film, mais un nouvel album qui me donne l'occasion de redécouvrir François and the Atlas Mountain, que j'avais découvert en 2014 avec l'album Piano Ombre et le single La fille aux cheveux de soie. Cette fois, c'est à l'âge que je découvre et recommande pour la singularité des compositions, de ses textes clairs et poétiques, et la diction du chanteur qui rendent le tout charmant. J'aime particulièrement Rêve Bloc, que vous pouvez écouter sur ma page web, toujours là où il y a la transcription de ce podcast. Et c'est ainsi que s'achève Replay Actu numéro 24. Et je vous retrouve dimanche prochain sur mon site web, puisque je vais publier le quiz qui vous permettra de tester votre compréhension de cet épisode. Alors, à bientôt et en attendant, passez une bonne fin de semaine. Tchuss!